Bonjour, bienvenue à tous. On va vous parler aujourd'hui d'un peu tout ce qui est gestion des événements spéciaux. Alors le titre est un peu pompeux, mais chez ITF1, en fait, on va vous parler de la Coupe du Monde, ce qui est plus sympa. On va passer rapidement sur ce que représente la Coupe du Monde pour TF1 et pour ITF1, et on vous expliquera un peu comment on s'est préparé pour gérer cet événement chez nous, notamment comment il y a une phase préparatoire avant la Coupe du Monde, comment on a vécu la Coupe du Monde de l'intérieur, donc pendant la compétition et la diffusion des matchs. Et on étendra un peu le sujet à la fin vers ce qu'on va faire dans le futur pour mieux gérer ce type d'événement. Donc on va se présenter brièvement. Moi je m'appelle Laurent Dechoux et je suis le lead tech de l'équipe backend MyTF1, donc une équipe qui se charge de fournir tous les services, enfin une partie des services pour les fronts MyTF1. Moi c'est Hugo Le Baron. Oui. Ouais. Donc moi c'est Hugo Le Baron, je suis SRE et ça fait une dizaine d'années que je suis chez ITF1, donc j'ai vu quelques Coupes du Monde passer. Donc on va vous présenter rapidement l'entreprise. Alors juste TF1, je pense que tout le monde connaît de nom. ITF1, au sein de TF1, c'est 160 personnes versus à peu près 4000 chez TF1. Et donc c'est à la fois des équipes tech, donc dev, infra, QA, etc. Mais aussi tout ce qui est réseaux sociaux, édito, SEO autour du digital. Donc c'est bien la filière digitale, donc c'est tout ce qui est écran, web, IPTV, donc tout ce qui est box opérateur et applications mobiles. Donc on a 3 produits, vous les connaissez peut-être. Donc là, celui dont on va parler aujourd'hui, MyTF1, donc qui est le pendant de la chaîne TF1, TF1 Info, donc qui est le pendant de la chaîne LCI, et une partie jeunesse avec TFUMAX. Alors un petit focus sur MyTF1 qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est sur ce produit-là qu'on diffuse la Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est que MyTF1 ? C'est une plateforme de replay du groupe TF1. Mais ce n'est pas que du replay, c'est aussi le live, ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. Du contenu à VOD, donc c'est grosso modo des séries et des films qu'on met en intégralité qui ne sont pas diffusés à l'antenne, et du FAST, qui est de la relinéarisation de contenus digitaux. Donc grosso modo, c'est des chaînes qui diffusent du contenu 24/24, mais qui n'est pas une chaîne produite par l'antenne. On est sur un modèle hybride gratuit, financé par la pub ou par abonnement aujourd'hui, qui permet de se passer de la pub et d'avoir accès à plus de contenu. Et c'est effectivement un produit qui est, comme disait Hugo, déployé sur plein d'écrans, donc le web, les apps, l'IPTV, donc l'IPTV c'est les box opérateurs, les TV connectés, qu'on distribue à travers des distributeurs type Canal, Molotov. Alors quelques chiffres pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente. MyTF1 en 2022, donc source médiamétrie, c'est 2,2 milliards de vidéos vues, et c'est 26 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne. Grosso modo, pour vous donner une idée, c'est en termes de VU, donc visiteurs uniques, c'est la deuxième plateforme de SVOD en France derrière Netflix, sur le TT. Donc bref échantillon, enfin gros échantillon des technos qu'on utilise chez ITF1, avec un petit focus donc sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc cloud native. Il faut savoir que depuis 2019, MyTF1 est sur AWS, Kubernetes AWS, et aujourd'hui 90% de nos applications services sont sur AWS. Alors pour vous parler un peu de la Coupe du Monde, de ce que ça représente pour TF1 en termes d'enjeux, c'est un événement à forte visibilité. Ce que ça veut dire, c'est que typiquement la finale, c'est 30 millions de personnes en tout, quand on cumule l'antenne et le digital. Donc on ne peut pas trop avoir le droit à l'erreur sur ce genre d'échelle d'utilisateurs. Dès qu'il y a un problème, les réseaux sociaux s'enflamment et nos mamans prennent cher sur Twitter. Et c'est aussi un enjeu financier. Ça coûte très cher une Coupe du Monde en termes de droits de diffusion, donc il faut qu'on arrive à rentabiliser cet événement. Et plus particulièrement pour ITF1, on a quelques challenges à relever. Donc c'est un challenge technique parce qu'il va falloir qu'on adresse et qu'on accueille un grand nombre d'utilisateurs, plus grand que la normale en fait. Un petit sujet particulier, c'est aussi que c'est une audience live en forte hausse, parce que, comme je vous le disais, on est plutôt une personne de replay, donc plutôt de la consommation façon SVOD. Là, c'est vraiment le live qui va être consommé pendant la Coupe du Monde, donc c'est un petit paradigme qui change chez nous. On ne se fixe pas d'indispo sur cet événement-là. On ne veut pas effectivement que nos mamans prennent cher. Et on avait un petit aussi challenge qu'on s'était fixé, c'était laisser l'authentification activée. Il faut savoir que dans le passé, sur les événements comme ça à forte charge, on était souvent obligé de couper l'authentique pour plein de raisons qu'on va évoquer un peu après. Le souci de ça, c'est que quand on coupe l'authentique, on n'a plus de pile globalement. Donc c'est moins de rentrée financière. Donc cette année, on voulait vraiment, l'année dernière plutôt, on voulait vraiment laisser l'authentification activée. C'est pas évident de dire ça. On va parler un peu de la phase préparatoire, comment se préparer pour la Coupe du Monde. Je vais laisser la parole à Hugo. Donc
là, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est un petit peu aujourd'hui les outils qu'on utilise pour le scaling sur tous nos clusters EKS. Donc aujourd'hui, on a du HPA basique, CPU, RAM, donc pour pouvoir scaler nos services. On a Cluster Autoscaler pour la partie provisioning des nœuds cubes. Et on a aussi des pods qui sont en mode over-provisioning pour réserver la capacité au moment où la charge arrive. Donc c'est les 3 axes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une plateforme scalable. Je vais vous parler un peu des profils de charge qu'on doit gérer chez ITF1. Le premier, c'est celui lié à l'autente, au back-end, globalement, qui fluctue beaucoup et qui est lié principalement à l'activité des utilisateurs. Donc quand ils arrivent, il y a du monde. La charge monte, quand ils naviguent, ça crée de l'activité, etc. Donc c'est purement lié au nombre d'utilisateurs et à leur activité. On a un deuxième aspect qui est le delivery vidéo. Et là, la courbe de charge est un peu différente, c'est plus sur une forme de plateau, parce qu'une fois qu'un utilisateur a lancé sa vidéo ou son stream, le live, en fait, il est plus actif sur la plateforme, donc il génère plus de charge sur le back-end, mais il va continuer à charger le delivery vidéo pour récupérer les morceaux de vidéo, en fait, pour pouvoir lire le contenu. Et le troisième profil de charge qu'on a à gérer sur un événement live, c'est la publicité. Alors vous le savez peut-être pas, mais TF1 vit de la publicité, hein. Peut-être vous ne savez pas. Mais en fait, grosso modo, pendant les spots de pub qui passent à l'antenne, ce qu'on fait sur le digital, c'est qu'on remplace les spots de pub par un tunnel de pub personnalisé pour l'utilisateur. Ce que ça veut dire, c'est que quand la pub se déclenche sur une finale de Coupe du Monde, tous les utilisateurs vont requêter le back-office qui est lié à la publicité, donc c'est un gros pic de charge. Et il y a grosso modo un pic à chaque coupure pub. Comme on a des profils de charge assez différents à gérer et qu'on voulait s'assurer que tout fonctionne, on a décidé, pour cette Coupe du Monde, de faire un bench dit grandeur nature, c'est-à-dire qu'on a vraiment chargé les services sur des volumes cibles, en fait ceux qu'on aurait pendant la Coupe du Monde. On n'a pas benché tout le périmètre MyTF1, ce qui est assez large. On s'est concentré sur certains services, donc notamment l'authentification, qui aujourd'hui est gérée à la fois en interne et à la fois avec un prestataire, qui nous impose des rate limits. Donc on doit travailler sur ces rate limits pour pouvoir gérer cet événement-là. On a aussi travaillé sur la publicité, sur notre proxy pub et l'ad server. Donc pareil, l'ad server, c'est ce qui permet de venir créer un tunnel de pub personnalisé. Et ça, c'est pareil, on travaille avec un partenaire pour cet aspect-là. Donc on a dû travailler avec lui pour pouvoir gérer cet événement. Sur les services back-end, là, on est plus sur de l'interne et on a beaucoup travaillé dessus pour gérer en fait l'événement. Et grosso modo, ils sont chargés parce qu'ils gèrent les données utilisateurs. Donc, quand les utilisateurs se connectent, on récupère leur historique de lecture, etc. Donc, ça crée de la charge. Et le dernier service critique sur lequel on a travaillé, c'était le delivery vidéo. Donc, c'est ce qui permet tout simplement de voir la vidéo. Pour préparer notre bench, on a fait pas mal de captures de trafic en production en se basant sur des vrais call flows qui sont faits par les applicatifs. Donc on a pris le web, les apps mobiles, les iOS, Android. On a déroulé des scénarios pour récupérer des vraies séquences d'appels qui nous ont permis en fait d'être des bases de travail pour rédiger nos scénarios de test. Donc par exemple, on a testé l'authentification, on a testé la création de compte, le renouvellement de mot de passe, ce genre de choses, pour créer en fait un set de données avec des calls. Et on a aussi préparé pas mal les données pour pouvoir en fait simuler globalement des vraies données utilisateurs, qui étaient fakées, mais avoir un volume de données suffisamment conséquent dans les bases de test pour que ce soit représentatif de ce qu'on avait en production. Quelques chiffres juste pour contextualiser un petit peu. Donc les tests de charge, on a effectué donc sur la connexion de 1,5 million d'utilisateurs et en pic 10 000 connexions par seconde. Donc ça, c'était le but au max. Et donc pour les décrochages, ce qu'il expliquait tout à l'heure pour la pub, c'est des décrochages avec des charges qui sont rapides, montées en charge rapide. Donc on a testé en pic 75 000 requêtes par seconde, donc sur nos briques back-end sur Cube. Donc là, bref présentation de la plateforme de test. Donc à droite, vous avez un cluster sur AWS EKS qui voulait une réplication au plus près de notre plateforme de production. Donc on n'a pas déployé tous nos services, mais uniquement les services propres, ceux qui allaient prendre de la charge. Alors il a fallu bouchonner certains services type back-office utilisés par les éditeurs. On n'avait pas vocation à tester cette partie-là. Il a fallu anonymiser les données, évidemment, sur la partie utilisateur, parce qu'on a quelques règles là-dessus.
Et donc ensuite, à gauche, vous avez la partie Cassis. Donc pourquoi Cassis? Bon, c'est un outil de stress test qui a été utilisé déjà donc par nos équipes, donc ça allait plus vite. C'est un outil qui est hautement scalable, donc on était sûr de ne pas avoir de problème de ce côté-là. Et surtout au niveau scripting, pour l'adoption par les équipes, c'était quelque chose qui était assez simple de prise en main. On a décidé de complètement le décorréler au niveau réseau, donc ça a été déployé sur du Google Cloud, donc complètement séparé au niveau réseau pour être sûr qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Alors au niveau de tout ce qui est métrique pour remonter au niveau de Cassis, c'était directement via les intégrations dans Datadog. Et pour la partie service, donc tout ce qui est retour de métriques service, on a à la fois donc, des custom métriques qui sont envoyés dans du Prometheus et donc analysés après avec du Grafana. Et on a aussi utilisé, donc Laurent vous en reparlera un petit peu, la partie Profilingo qui nous avait servi à débugger quelques points de contention au niveau de nos services. Et pour la petite histoire, après, on a lancé tous ces tests-là donc avec GitHub Action. Alors comment ça s'est passé le bench pour nous? Globalement, étape 1, c'était la rédaction des scénarios sur la base des captures de trafic qu'on avait fait en production. Ça a été installé et validé la plateforme de bench, donc la plateforme que vient de vous présenter Hugo. Donc c'était effectivement, il fallait faire quelques tests manuels une fois qu'on l'avait déployé pour être sûr que ça fonctionnait correctement. Une fois qu'on avait fait nos scénarios, qu'on avait dessiné les profils de charge qu'on voulait tester, on a fait des tirs sur la plateforme. On a fait un premier tir initial avec une configuration qui était isoprod, pour avoir une photo en fait de où on en est en termes de performance actuellement. Et après, effectivement, c'est un travail d'analyse, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, ajuster, corriger ce qu'il faut ajuster et corriger, et refaire un tir et voir les améliorations. Et puis après, c'est cyclique, on continue d'analyser, corriger, ajuster pour arriver au volume et au temps de réponse et volume d'appels par seconde qu'on s'était fixé en fait. Rapidement sur les outils de suivi d'analyse, alors effectivement Grafana, Prometheus, et on a utilisé une télémétrie pour la collecte, on a utilisé l'outil de continuous profiling, je vais y arriver, de Go, qui est fourni par Datadog et qui alimente directement des dashboards dans Datadog, des flame graph, etc. Et c'est assez pratique pour le coup pour tester et voir les blocages, les contentions sur les mutex, ce genre de choses. Donc, sur quoi on a travaillé pour améliorer la performance une fois qu'on a vu que ça ne tenait pas la charge et qu'on voulait améliorer les perfs. Un des axes sur lesquels on a travaillé, c'était avec les équipes front pour revoir les call flows d'authent qui n'étaient pas optimaux en fait et qui faisaient beaucoup de calls qui ne servaient à rien. Donc, on a réduit pas mal de charges sur la partie authentification grâce à ça. On a aussi travaillé avec notre partenaire pour ajuster les limit rates. Donc, on a le droit à des dépassements de quotas pendant les matchs globalement. Donc, on a ajusté les valeurs avec lui. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et au niveau applicatif, on a fait quelques ajustements, donc principalement du micro-cache applicatif. Grosso modo, on a rajouté des petites couches de cache in-memory dans les applicatifs qui sollicitent beaucoup nos Redis pour réduire la charge réseau, en fait, parce qu'on saturait pas mal le réseau, notamment les instances Elasticache AWS. On a travaillé aussi pas mal sur le sizing de nos pods, donc sur la mémoire, le CPU et aussi sur les stratégies de HPA qu'on avait mises en place. Et sur DynamoDB, principalement, on a aussi travaillé en les passant, on a fait un peu les bourrants, on les a mis en in-demand, parce qu'en fait, grosso modo, l'autoscale que propose AWS ne permet pas aujourd'hui de gérer vraiment un pic de charge instantané. Il y a toujours une latence de déclenchement qui fait qu'on a pas mal d'erreurs le temps que ça prenne en compte le pic de charge, en fait. Donc, toujours pour encaisser ces pics de charge instantanés, donc on a décidé de muscler un peu la plateforme avant chaque match. Donc du coup, on a modifié en fait au niveau des autoscaling group le minimum de nœuds. Sur la partie HPA, bien évidemment, pareil au niveau des services, on a augmenté le minimum en termes de HPA. Alors aussi, on avait des soucis au niveau de nos ALB, notamment pour les call flows de pub. On avait dû voir avec notre partenaire AWS pour pré-warmer certains ALB. Ensuite, on a ajouté, pour éviter des effets de seuil avec AWS, on a ajouté des types d'instances dans nos nodes group, pardon. Et on a vu aussi qu'il y avait des limitations au niveau des contracts, donc ça, on les a ajustés de la même façon. Alors, la Coupe du Monde de l'intérieur, comment on l'a vécu? Alors, avant le coup d'envoi, on s'est un peu préparé aussi. Donc, une fois qu'on avait validé en plateforme de pré-prod, enfin, en cas de bench, les correctifs, etc., et les ajustements qu'on voulait appliquer, on les a appliqués en production.
Et on s'est levé à 4h du matin et on a tiré en production sur la base des scénarios qu'on avait écrits pour les benches. On a vraiment testé la plateforme de prod pour s'assurer qu'on avait des résultats qui étaient ISO avec ce qu'on avait observé en bench. C'était le cas, c'est très bien. Oui, donc, du coup, sur la partie purement organisationnelle, humaine, donc on avait prévu des dashboards, en plus de notre supervision de tous les jours, on avait prévu des dashboards le plus globaux possible pour voir les incidents très rapidement, parce qu'on avait des gens qui étaient vraiment derrière leurs écrans au moment des matchs. Tous les matchs, on avait des analyses d'audience et qui nous permettaient de voir un peu la criticité des matchs et de mettre un dispositif humain derrière. Donc, évidemment, les matchs des Bleus, et au fur et à mesure de l'avancée de la compétition, on avait des dispositifs de plus en plus costauds et rodés. Et voilà. Petite parenthèse, du coup, toutes les phases de poule, on n'a pas eu ce genre de problème. À partir de la 8e de finale, en fait, on a subi des attaques des doses, donc toujours un peu les mêmes profils, une dizaine de minutes, un peu n'importe quand pendant le match. Et pour un ordre d'idée, donc ça représentait en demi-finale, là où c'était la plus grosse attaque, sur 10 minutes, on avait à peu près 40 millions de requêtes au total. Sachant que évidemment ces requêtes, elles n'ont pas pour vocation à s'arrêter au niveau de nos briques de cache, elles ont bien pour intérêt d'aller taper nos backends et de faire écrouler nos services. Donc là-dessus, dès les 8e de finale, en fait, on avait plusieurs outils à notre disposition. Donc on utilise le WAF sur AWS. Donc à la fois le rate limit par IP, en faisant attention bien sûr de ne pas bloquer du trafic legit. On a pu aussi bénéficier de leur base référentielle sur des IP qui ont mauvaise réputation, donc pour pouvoir les bannir. On a bien évidemment étudié les patterns d'attaque et on les a réajustés à chaque match, parce qu'évidemment à chaque match, l'attaquant aussi évolue un petit peu sa méthode. Et on a aussi pu, de par notre audience, géobloquer certains pays qui n'avaient entre guillemets rien à faire ici. Donc juste quelques chiffres, parce que quand même on est assez fiers de comment ça s'est passé et des chiffres, du résultat, sachant que ce n'est pas des audiences évidemment, même pour nous qu'on voit tous les jours. Donc pour la finale, c'est quand même 2,4 millions d'utilisateurs en simultané, c'est surtout 500 000 créations de comptes, donc ça pour la data c'est quand même intéressant. Au niveau CDN, donc ça inclut notre partenaire Streamroot, AWS bien sûr, CloudFront, et notre data center on-premise. Donc là, c'est à peu près 3,6 terabits par seconde en pic, CDN. Donc là, pour la petite image en bas, là à gauche, vous avez donc la petite finale du samedi. Là, on ne se rappelle pas, mais c'était Miss France le samedi soir. Et donc le dimanche, on voit quand même la différence. Donc ça, c'était la finale. Et donc ça représente quoi? En pic, juste sur CloudFront, on a atteint 576 000 requêtes par seconde, donc c'est quand même pas mal. Et ça se corrèle du coup à peu près avec 30 000 requêtes par seconde au niveau de nos Kubernetes. Un petit bilan rapide sur ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé. Donc on a eu globalement une QoS au top, on n'a pas eu de gros incidents, on a eu des petits papins, mais rien de grave, rien qui a impacté vraiment l'utilisateur. On a réussi à ne pas couper l'authentification durant toute la compétition, on n'a vraiment eu aucun problème à ce niveau-là. Ce qui était vraiment cool, c'est la mobilisation de l'ensemble des équipes, même les équipes front qui étaient présentes pendant les matchs pour s'assurer que tout fonctionnait bien, même si dans l'absolu ils ne peuvent pas faire grand-chose. Typiquement une équipe iOS ne peut rien faire pendant un match, mais ils étaient là. On s'est rendu compte, c'est un peu bateau, mais la préparation ça paye. On a mis 3 mois à se préparer pour cet événement-là et on l'a vraiment bien vécu, ce qui a toujours été le cas dans le passé sur des gros événements. Le moins bon, on a quand même eu des problèmes de charge sur des services qu'on n'avait pas anticipé. Donc sur la supervision, on a perdu nos Prometheus pour le moment. On a aussi un problème d'injection de proxy Linkerd, puisque le contrôleur Linkerd n'avait pas été suffisamment sizé. On avait oublié de le bencher celui-là. Sur le DDoS, on a su réagir, c'est cool, mais on a quand même des choses à améliorer là-dessus. Donc on va travailler sur ces sujets-là. Et le prescaling dont parlait Hugo, effectivement, avant chaque match, on prescalait l'infra pour pouvoir supporter la charge. C'est cool, ça marche, mais c'est pas super optimal, donc on cherche des solutions pour améliorer ça. Et maintenant, comme vient de le dire Laurent, on a vu que on a passé brillamment cet événement entre guillemets, mais le problème c'est que ça demande des phases de préparation, donc il faut anticiper finalement les pics de charge. Donc là, avec un événement type Coupe du Monde, ça se fait bien. Après, dans l'année, il y a aussi parfois vous avez sur l'antenne, donc sur la télé, ils vont vous faire un rappel antenne en disant connectez-vous à MyTF1, et là on n'est pas forcément prévenu, et là la charge arrive et ça peut moins bien se passer. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer tout ça?
Tout d'abord, on a identifié donc un projet open source, donc SNCF, qu'on est en train de mettre en place, donc Kieda. Et là, l'intérêt, donc le HPA qu'on a aujourd'hui, c'est basique, comme je disais, donc CPU mémoire, donc ça se prête très bien à une montée en charge progressive, mais pas du tout pour nos cas d'utilisation. Donc là, l'idée, ça va être, aujourd'hui, on a des grilles donc de programmes, mais aussi, par exemple, au niveau des coupures pub, on a des grilles dans nos SI. Et l'idée, ça va être de créer des métriques sur lesquelles on va pouvoir se brancher et juste quelques minutes ou quelques dizaines de minutes avant, pouvoir scaler notre plateforme et du coup encaisser tranquillement, entre guillemets, ces pics de charge. Donc on peut aussi imaginer des call flows un peu plus simples sur, par exemple, du Prometheus. Au lieu de se baser sur la CPU mémoire, on peut se baser, par exemple, sur un nombre de requêtes par seconde ou ce genre de choses. Et deuxième chose qu'on est en train de mettre en place aussi, donc aujourd'hui on utilise l'autoscaler AWS, comme je le disais. On est en train de passer sur Carpenter, donc on n'a pas encore de résultats en production, mais en tous les cas sur la partie intégration, on est en train de le mettre en place. Donc ça a plusieurs intérêts, parce qu'aujourd'hui l'autoscaling, donc il se base sur des autoscaling groups, des node groups. Donc avec les types d'instances sont réduits, en tous les cas il faut les lister. L'intérêt l'intérêt de Carpenter aujourd'hui, c'est de pouvoir s'adresser à tous les types d'instances. Donc c'est lui qui choisit et qui détermine en fonction des besoins ce qu'il va mettre en face. Et il est aussi responsable. Donc et en fait, c'est directement lui qui en fonction du besoin et de nos services. Donc s'il y a une demande, par exemple pour un service, il a besoin de placer des pods, il va demander directement à la partie EC2, sans passer par la partie autoscaling group, de provisionner du compute. Et là-dessus, c'est aussi lui qui va placer directement les pods, il les associe lui-même. Donc ça nous fait gagner un petit peu de temps. En fait, il n'y a pas des briques qui sont décorrélées. Donc comme je disais, il n'y a plus de node group, on gagne un petit peu de temps au scaling, et surtout, intérêt quand même qui n'est pas les moindres, c'est d'optimiser les coûts, puisqu'il va en permanence recalculer, et s'il y a une baisse de charge, il va aussi répartir les pods sur les différents nœuds et downscale les nœuds si nécessaire. Et la dernière partie qu'on va améliorer, c'est l'industrialisation des benches. Aujourd'hui, on a monté une plateforme, on a fait des scénarios, etc. C'est cool, mais il faut qu'on arrive maintenant à les maintenir à jour, à les enrichir aussi, puisqu'on a testé qu'une partie de la plateforme. Et il faut aussi qu'on arrive à voir comment on améliore tout ce qui est automatisation, application et anonymisation des données. Ça, c'est un sujet qui est assez compliqué, en fait. Et aussi, il faut qu'on arrive à bencher régulièrement notre plateforme, que ce soit des benches complets de la plateforme ou potentiellement bencher que certains services un peu plus ponctuellement sur des charges un peu plus faibles. Et aussi, idéalement, intégrer des benches dans notre process de CI, en fait, pour pouvoir, d'une version à l'autre, contrôler qu'il n'y a pas de dérive de performance sur nos différents microservices. Merci à vous.